La devise qui nous anime au Forum de médias est sous-tendue par la trilogie que voici: fidélité, efficacité, régularité. À présent, voyons la composition du plateau en commençant par la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka du PPRD, puis Michel Kitoko, leader du club des patriotes congolais, je suis politologue de formation, en même temps initiateur de la dynamique politique Pesa Fongo Lamboka. Après Kitoko, nous sommes avec Kapangana Maïra, je suis agronome, je suis fermier, pratiquant, je suis consultant en développement organisationnel et institutionnel et je suis cadre de la société civile. Cadre de la société civile, et nous arrivons chez Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. LIDEC de Makombo. Alors, nous pourrons terminer la droite avec Simon Adrien Kalenga, secrétaire national, chef département communication, information et médias à l'UDPS Tshisekedi et porte-parole de l'UDPS. Porte-parole de l'UDPS. Et allons à notre gauche. À gauche, nous commençons avec Monsieur Melchad Taou Atiani, cadre du RCD KML de Mboussa Nyamwisi. Ah, Mboussa Nyamwisi. Vous êtes pour la première fois au Forum de médias? Oui. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, nous avons Temami Abongo, je suis analyste indépendante. Je profite de votre plateau pour souhaiter une joyeuse fête du 14 février. Ah bon? Vous le souhaitez à qui? Aux amoureux, parce que c'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Oh, ok. Alors, à côté d'Abongo, Maître Joseph Lumbala, je suis conseiller juridique du ministre de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture. Et nous terminons avec l'autre Joseph. Pati Joseph Lendo, Fumawa Malemba, Nansanga Masika Nambongo. Autocrate, c'est-à-dire ceux qui ne voient dans l'autre que la probité, l'honnêteté et la compétence. Ok, il faut être honnête et il faut être compétent aussi. C'est une très bonne chose. Entrons dans la rubrique des courriers du téléspectateur. Les tirages au sort cette semaine nous a donné le nom de l'ingénieur Valéry Wassimbu. Sur quoi M. Wassimbu s'est-il penché? Suivant. Il nous écrit: Messieurs les directeurs, les mépris affichés de ses pairs à un événement de telle portée à l'endroit du président de la République Félix Tshisekedi, cette absence dit énormément beaucoup sur son mandat. Ce challenge ne sera pas facile. Autant se retirer et ainsi boycotter la ratification de la République démocratique du Congo sur la zone de libre-échange africain. Nous sommes une nation continent. C'est ces pays qui trouvent en nous un vrai débouché pour leur émergence. Nous devons nous faire respecter. Ingénieur Valéry Wassimbu, entrepreneur. Pour votre mémoire, il s'agit de la cérémonie de passation des instruments qui a eu lieu le 6 février 2021 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba entre le président sud-africain sortant et le président de la République démocratique du Congo entrant. La Covid-19 a fait sécher pour la première fois tous les chefs d'État africains à cette cérémonie. Et voilà l'autre qui réagit. Wassimbu réagit. Qu'est-ce que vous dites à cette réaction-là, Lokaka? Je vous remercie. Je remercie l'ingénieur, mais je ne pense pas qu'il faut boycotter. Ingénieur, il y a une dimension interne
de la République démocratique du Congo comme État et nation, au regard de son fonctionnement régulier. Le président de la République, chef de l'État, par l'honneur de ses pairs, il est à la tête de l'Union africaine, mais se retrouve dans un moment où son gouvernement national ne fonctionne pas. Et donc, c'est le gouvernement de la République qui devrait préparer avec des techniciens la prise de ce haute fonction. J'ai toujours dit, et je plaidais que la Belgique, peu importe son administration forte, mais dès lors que vous n'avez pas un gouvernement, ça pose un problème. Ici, si pas la mise en place, mais qui est continuité des services publics, qui est un gouvernement. Je sais que de part d'autre, ça pose des problèmes de malentendus, d'incompréhension, ce qui est normal sur le monde politique par le politique. La coordination gouvernementale donne à une république sa force sur le plan interne et externe. Et ici, de relever et que l'État congolais puisse travailler. Mais nous pensons, l'essentiel était que le président de la République ait ses fonctions. Mais à l'interne, il faut peaufiner des stratégies. Il faut qu'il y ait une cohésion. La force du mandat du président de la République à l'Union africaine serait naturellement impliquée par la force d'une cohésion interne d'un gouvernement assudi qui va mettre les énergies, les experts pour que ce que nous pensons comme victoire de l'Union africaine puisse être une réalité. Et à ce moment, nous pouvons nous réconcilier en interne pour créer une force, afin que les autres n'arrivent pas à nous condamner. Ok. Naïra? Oui. En fait, ce qui est arrivé, moi, je me pose deux sortes de questions. D'abord, il faut se poser la question à notre niveau, est-ce que c'était une surprise que ça arrive, c'est-à-dire que est-ce que les services du président n'étaient pas informés qu'il n'y aurait pas aucun président pendant cette cérémonie? Est-ce que c'était une surprise? Ou alors, on peut imaginer que les présidents ne voyagent plus. Les présidents, c'est-à-dire au pluriel, les présidents africains ne voyagent plus. Or, ce que nous avons vu, immédiatement après, je pense à un jour après, on a vu des présidents ici à Brazzaville. Je pense qu'ils étaient une affaire de 6-7. Non, moins que ça. Ils sont allés. Ils sont allés. Ils étaient à Brazzaville pour une cérémonie à Brazzaville. Inauguration d'une université. Ok. C'est-à-dire que le président voyage quand même. Mais là où moi je me pose la question, parce qu'en fait, pour qu'un président qui voyage, moi je pense que c'est plusieurs... Depuis quand est-ce que nous attendons cette cérémonie? Donc, les services spécialisés devaient savoir est-ce que les gens seront là ou pas. Mais est-ce que c'était une surprise? Est-ce qu'ils ont surpris, c'est-à-dire ils ont affirmé qu'ils viendraient, et puis qu'en dernière minute, ou bien le jour même, ils ont saboté? Donc c'est ça qu'il faut demander. Parce que si en fait les services savaient qu'il n'y aurait aucun président, parce que même celui qui remettait le pouvoir à l'autre, si l'exigence d'être au siège était là, il devait le faire au siège. Mais comme lui ne viendrait pas au siège, celui qui reçoit le pouvoir pouvait aussi rester chez lui. Covid oblige, lui aussi pouvait prendre ce pouvoir-là ici au Congo, plutôt que d'aller se retrouver dans une salle où il n'y a aucun président africain. Pas même celui du pays hôte. Ça, c'est quand même fort, ça. Moi, je dis, je ne vais pas aller... Enfin, notre ami Lokak a dit, bon... Moi, je dis, ça nous amène quand même, ça nous pousse à une certaine prudence.
Je pense qu'il faut réfléchir hautement pourquoi cela est arrivé. Bon, on peut aussi condamner ce qui est arrivé ou ce qui arrive souvent chez nous. Moi, j'ai toujours posé la question, s'il y a des choses qui se passent d'une certaine façon, faut-il que la RTNC, qui est la chaîne mère, c'est surtout la RTNC 1, nous régale avec toutes ces images? Mais il faut savoir aussi que toutes ces images sont suivies par tous les ambassadeurs qui sont ici et qui envoient le message à leur pays pour dire voici, 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 voici. Est-ce que ça pouvait avoir de l'imprimante? Mais moi, toute la question, nous devons réfléchir au-delà de ce qui est arrivé. C'est un message. Rien n'arrive au hasard comme ça. Au niveau des chefs d'État, quand même, quelque chose ne peut pas avoir lieu. C'est un message, mais nous devons décrypter que dit ce message-là et quel comportement tenir. Quand on tient compte quand même que le Congo, ce n'est pas quand même n'importe quel pays, même si nous-mêmes, nous essayons de banaliser ce pays. Oui, Valérie Wassimbou lui dit que cette absence, c'est énormément beaucoup sur le mandat. Ce challenge ne sera pas facile. Qu'est-ce que vous dites, Madame Angèle? Remettons les choses dans leurs proportions. Ceux qui s'occupent qui s'intéressent à ces questions, dont moi, on savait que l'Union africaine avait dit, à cause de cette pandémie, etc., il n'y aurait pas de chef d'État. C'était entendu, ce n'était pas une surprise, ceux qui suivent les questions. Ensuite, l'organisation mondiale que sont les Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière s'est faite par vidéoconférence. Plus de 180 chefs d'État par vidéoconférence. Donc, assimiler ça à du mépris, non, remettons les choses dans leur contexte. Maintenant, qu'on soit vexé, peut-être que le président Sassou n'ait pas été là, et Macky Sall était là, Issoufou était là pour l'inauguration de cette université. Oui, certains peuvent être vexés, mais de là à dire que ça met en péril le mandat du chef de l'État, mais enfin, remettons les choses dans leur contexte. Et n'oublions pas d'abord ce que c'est que ce mandat. Ce mandat est un honneur à notre pays. Ce mandat, nous devons le prendre comme un privilège. Ce mandat permettra, s'il est bien géré, de renforcer l'influence de notre pays. Hein, un pays qui est destiné justement à une grande destinée, vu sa position géographique, vu sa superficie, vu sa population dynamique. Remettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Et maintenant, disons-nous, au contraire, ce n'est pas seulement le panel autour du chef de l'État qui va l'aider pour ce mandat, ce n'est pas seulement le futur gouvernement, mais chacun de nous. Si nous avons des idées à proposer, si nous avons des critiques à faire, des critiques constructives, faisons-les. Comment? En écrivant, etc. Mais ce négativisme, c'est cette toxicité qu'on a ces temps-ci, je me dis, mais restons avec Valérie. Restons positifs pour notre pays. Valérie n'a pas... Valérie réagit en fonction de ce qu'il a constaté. Lui, il voit, voilà, les chefs d'État ne sont pas là. Oui, ça va mettre en péril le mandat. C'est un mépris. Là, tu disais même le mot mépris. Mais non. Vu le contexte dans lequel on vit, et comme je le rappelle... Mais qu'est-ce que vous dites, puisque vous dites que c'était prévu, que le chef d'État ne serait pas là, Kapangana vient de dire, mais pourquoi la cérémonie ne s'est pas déroulée ici? Mais parce qu'il fallait que ça se fasse au siège de l'Union africaine. Mais enfin, est-ce que le Congo est le siège de l'Union africaine? J'ai l'impression qu'il y a une telle hostilité, animosité dans certains cercles vis-à-vis de ce pouvoir qu'on ne réfléchit plus. On dit tout et n'importe quoi. Hein? Non, remettons les choses à leur place. C'est un problème, nous devons expliquer calmement aux téléspectateurs. L'ingénieur Valérie Wassimbou réagit en nationaliste
Il dit c'est nous qui dirigeons le pays. C'est nous qui dirigeons l'Afrique. Agissons avec notre tête. Oui, voici. Hein, dépassionnons les choses. Réfléchissons. Madame Angèle, oui. C'est un événement. C'est pour la première fois que cette cérémonie se déroule dans les circonstances que nous connaissons. C'est pour la première fois qu'on a le Covid-19. Donc, même les Nations Unies ne se sont pas réunies. Bon, mais alors... Ça ne peut pas faire réfléchir un peu? Mais alors, Kapangana a soulevé un problème en disant, puisque c'était prévu qu'il n'y aurait personne là-bas, il fallait qu'on prenne d'autres dispositions. Pourquoi ça ne pouvait pas se passer chez nous? Parce qu'on n'est pas le siège de l'Union africaine. Même celui qui devait remettre les instruments à l'autre n'est pas là. Et le pays qui recevait, là où se trouvent les sièges, n'est pas là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et le pays qui recevait, donc Madame Saleh... Vous me direz qu'aujourd'hui les chefs d'État ne voyagent plus? Ils voyagent. Alors, pour l'Addis Abeba, c'est dangereux. Ils voyagent, mais peut-être qu'ils ne... Par là, je veux dire que cet ingénieur Valéry soit peut-être vexé, il dit non, mais il faut une certaine mesure dans le jugement. Aller jusqu'à parler de mépris, aller jusqu'à dire que ça va mettre en péril le mandat, non. Hein? Peut-être se dire sur le plan diplomatique, il y avait peut-être un effort à faire, à savoir... parce que la date était fixée, l'endroit était fixé, les modalités de la réunion étaient fixées. Mais si vous vouliez absolument que Ramaphosa soit là, etc., moi, je l'ai fait quand j'étais aux Nations Unies. Hein, prendre le téléphone, dire « Non, Monsieur le Président, nous voulons absolument que pour cette réunion, venez, venez, venez ». C'est aussi le jeu qu'on joue en diplomatie. Peut-être, mais pas aller... être aussi négatif. Monsieur Kabelembele. Oui. Par le passé, moi je me souviens, 1968 plutôt, que la présidence de l'Union, l'OUA à cette époque, peut-être que notre ami l'ingénieur Valéry a vécu à cette époque, je ne connais pas son âge, et qu'il a peut-être la nostalgie de ces défilés que nous avons vécu ici, jeunes à Kinshasa. Nous nous allongeons le long du boulevard Kassavubu, à ce moment, la partie pour accueillir les présidents de Bandal, pour voir les limousines des présidents passer sous nos acclamations. C'était émouvant, notre époque, de voir ces défilés-là des chefs d'État, les Diori Amani, tout ce monde-là de cette époque. Peut-être qu'il a cette nostalgie-là. Mais, pour l'instant, constatez d'abord que ce sommet n'était pas organisé à Kinshasa. Donc, le pays organisateur, ce n'est pas la RDC. Ce que je peux appeler le protocole de l'organisation, les invitations, ce n'est pas la RDC, même si le Congo entrait... Ce n'était pas possible d'organiser Kinshasa. Ce n'était pas possible. Je ne sais pas si, de récente date, on a vu des sommets, quand le président Kagame est devenu... est à la tête de l'UA. Je ne pense pas que le sommet s'était tenu à Luanda, à Kigali. Donc, la pratique récente est que... Non, puisqu'il y a un prétexte maintenant de Covid-19, puisqu'il y avait ce problème de Covid-19, les autres ne peuvent pas se déplacer pour Addis Abeba, sinon ils vont attraper le Covid. Alors, les présidents congolais devaient aller à Addis Abeba pour attraper le Covid? Oui, madame. Moi, personnellement, lorsque j'ai suivi le déroulement de cet événement, la passation de pouvoir, M. Ramaphosa qui lègue le pouvoir à notre président, ben c'est un événement de taille, M. Noël, un événement historique. Ça devait quand même marquer nos esprits. Mais ce qui nous a tiqué, qui nous a un peu bouleversé, c'est de voir que notre chef d'État était tout seul. Et il a fait le speech tout seul. Quand on nous dit que voilà, il y a eu un problème de Covid-19, nous savons que la pandémie est là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des sommets, qu'il y ait des conférences de par le monde.
Si on a refusé que les 54 présidents viennent, mais au moins on pourrait voir les chefs d'État de la sous-région. Parce que c'est l'Afrique centrale. C'est leur homologue qui prend maintenant le pouvoir de diriger l'Afrique pendant une année. Pourquoi les chefs d'État de l'organisation sous-régionale, la CEAC, ne sont pas venus, les 9 voisins? Ils pouvaient au moins être là, hein, soutenir leur homologue. Mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Mais ils sont allés, certains sont allés à Brazzaville. Alors que le chef d'État va tout le temps à Brazzaville, mais le président Sassou Nguesso a été incapable de venir à Addis Abeba pour encourager son homologue congolais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la grande question. Pourquoi ils ont brillé par leur absence? Parce que nous voyons, quand il y a un problème, le président est souple pour se rendre dans ces pays-là. Et maintenant qu'il dirige l'Afrique, ces présidents-là auront besoin de lui. Quand il y aura des problèmes, nous avons le problème en Centrafrique, le pays de M. Archange Touadéra. Le président va s'impliquer. Les problèmes avec les ADF Nalo en Ouganda là-bas, qui viennent terroriser nos populations ici, il va s'impliquer. Mais Lorenzo, pourquoi il n'est pas venu? Edgar Lungu, pourquoi il n'était pas là? Museveni, Kagame, celui de la Tanzanie, celui du Cameroun, bien qu'âgé, vous prenez celui du Gabon, mais ils étaient où pour venir soutenir leurs frères? En tout cas, ça c'est mal perçu et ça nous déçoit. Cette Afrique, c'est pas seulement M. Tshisekedi, c'était un événement de tête parce qu'aujourd'hui, 54 ans après, un Congolais prend la tête de l'Afrique et le troisième Congolais, nous ne le savons pas, nous ne savons pas si nous serons vivants, il occupera la tête de l'Union africaine, c'est en 2075. Donc on devait quand même profiter de cet événement. Un président congolais prend la tête de l'Afrique et on le laisse tous. Et la dame, la présidente éthiopienne, elle était où? Parce que c'est le pays hôte. Elle-même, elle a brillé par son absence. Nous avons été là, nos délégations étaient là, mais la salle était... C'est une humiliation pour notre président. On l'a saboté. Mais qu'il sache qu'il est là à la tête de l'Afrique. Ils auront besoin de M. Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine. Moi, je pense que ce sont des actes à ne plus répéter. Parce que l'année prochaine, c'est Macky Sall qui prendra la tête de l'Union africaine. Qu'on fasse aussi ça à Macky Sall. Les Sénégalais ne seront pas contents. Les Sénégalais ne seront pas contents. Ou on pouvait même affréter un avion, comme ça tous les Congolais allaient partir là-bas et soutenir leur président. Que laisser toute une grande salle vide, un président tout seul est en train de faire le discours. Non, il y avait du monde, hein. C'était pas vide. Oui, alors. Mais quelques têtes. Oui, Joseph Lumbala, je vais commencer par une boutade. On a un ami qui était endeuillé. Et il y a des gens qui souhaiteraient voir. Et curieusement, un de nos amis qui était très proche de lui n'est pas venu ce jour-là. L'ami a murmuré. Hein? Mais 2 semaines après, quand il voit l'ami, il lui dit non, écoutez, je ne me sentais pas bien, j'ai développé déjà des symptômes. Je venais de faire les tests, j'attendais le résultat. C'est dire qu'avec les temps qui courent, moi, il y a eu beaucoup d'émissions cette année que j'ai fait sans me déplacer. Avec le programme d'implantation des parcs agricoles, chaque fois, la BAD devait venir, mais ce sont des missions virtuelles. Ils vous disent, maintenant là, avec le Covid, je comprends que nous sommes un grand peuple, je comprends que ça puisse frustrer, je comprends l'ingénieur Wassimbu, mais en même temps, je considère que ce n'est pas ça qui entame la grandeur du Congo, la grandeur de notre président. Surtout que la Covid a quand même perturbé beaucoup de choses dans nos vies ces derniers temps. Beaucoup des habitudes ont été changées. Et moi, je préfère mettre tout cela dans ces paniers-là. Et je considère que tous ces chefs d'État-là, qui n'ont pas été là, il y a des raisons sérieuses. Et qu'ils ont de la considération pour le Congo. Et puis le panel qui accompagne le président, je vis qu'il y a des gens suffisamment aguerris et compétents. Donc nous pouvons que chacun à son niveau émettre des réflexions, conceptualiser
des concepts qui pourront amener le président à réussir son mandat. C'est ça mon souhait. Ok. Alors, Tao? Oui, merci bien, directeur, pour la parole. J'aimerais ici dire que le peuple congolais a raison de pouvoir se sentir humilié parce que son chef l'a été. Il a vraiment raison. Mais l'ingénieur Valéry doit aussi savoir que Covid-19 constitue l'excuse et le prétexte de toutes les circonstances qui peuvent paraître dans la vie actuellement. Le président est allé, il faut reconnaître qu'il y a une grosse erreur diplomatique commise par l'Éthiopie. L'Éthiopie ne pouvait pas abriter ses assises et que la personne à l'honneur, le président Tshisekedi en l'occurrence, arrive et qui est à l'aéroport ni présidente de la République, ni Premier ministre pour l'accueillir. Ça, sur le plan diplomatique, c'est une grosse erreur. Je pense que l'Éthiopie doit réparer ça. C'est pas correct. S'agissant de la réussite de son mandat, je dirais à l'ingénieur Valéry que le président Félix va réussir son mandat. Je vais ici emboîter le pas à France Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à RDC. Maintenant que nous avons l'Union africaine, on va appuyer sur la gâchette et l'Afrique va se développer. Oui, Valéry dit ceci, que ces pays trouvent en nous un vrai débouché pour leur émergence. Vous savez que la présidente éthiopienne était chez nous il y a quelque temps. Le président Tshisekedi n'était pas à l'aéroport non plus. Le Premier ministre n'était pas à l'aéroport non plus. Une semaine après. Voilà. C'était la ministre des Affaires étrangères. C'était dans d'autres circonstances. Comment? Oui, mais quand vous dites vraiment que... On l'a réciproqué, ce qu'il a fait. Les chefs donc, on l'a rendu la monnaie. Elle est venue en visite c'est une faute. Non. Mais c'était une faute. d'État. C'était une faute. Il est venu poser le problème. C'est que nous avons commis une faute. Avec Il nous a rendu la monnaie. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, qu'on s'entende. L'Éthiopie, le président était en Égypte. Le président égyptien avait demandé au président congolais d'intervenir dans ce conflit qui l'oppose à l'Éthiopie pour le barrage qu'on est en train d'ériger sur le Nil. Et le président a promis qu'il ferait cette mission-là. Mais les déplacements du président pour l'Éthiopie, c'est dans le cadre de l'Afrique. Le sommet de l'Afrique, qui a comme siège Addis Abeba. Donc, c'est l'Union africaine. Maintenant, ce n'est pas un problème de Congo, Éthiopie, mais c'est l'Afrique, Éthiopie. Donc ça, c'est différent. Donc on ne peut pas mettre ces deux visites sur le même pied d'égalité. Oui, vous disiez, Maître Lendo? Noël, de mes 2 années comme conseiller aux affaires étrangères sous musée, j'ai toujours pensé que la diplomatie, c'est comme une sorcellerie, où l'on voit le jour, les gens qui s'émeuvent, mais la réalité s'est faite en dehors de ce que tout le monde peut voir. Je me demanderais ce que pourrait nous donner comme explication la diplomatie congolaise. Mais aussi dans l'opposition scientifique que nous avons prônée, nous disons toujours les agrégats de la raison. Vous savez, en communication politique, il y a une théorie de la thérapeutique anticipative. Et là, nous avons échoué. Disons les choses telles qu'elles sont. Si le président, avant de prendre le fanion de l'organisation africaine, il avait nommé Panel. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein siècle de la communication. Voyez-vous, si les explications des attendus diplomatiques étaient déjà annoncées en avance, mais il n'y aurait pas eu tous ces questionnements dans les chefs, notamment de notre ami l'ingénieur. On nous aurait expliqué au peuple. Le président voyage, voilà, c'est dans le contexte de la Covid. Lui, il y va pour honorer le siège, étant présent en exercice. C'est purement de l'élégance diplomatique. Parce que nous avons été
à New York. Trump n'était pas venu. Tout s'était passé par vidéoconférence. Donc c'est autant dire qu'il pouvait ne pas être là et lui aussi faire comme les autres l'ont fait, à vidéoconférence. Et on ne l'interdirait pas, on ne le condamnerait pas non plus. Mais le fait qu'il se soit rendu, le peuple, c'est comme votre papa est parti. C'est son voisin, Papa Noël. Il arrive là, Papa Noël reste dans sa chambre. La parcelle n'est pas clôturée. Ils se disent, mais bah, ça boutique Papa Nabichou. Voyez-vous. Mais les enfants n'avaient pas l'information que le papa, en se rendant, Papa Noël était cloué au lit malade. Si les enfants l'ont su, mais ils ne se seraient pas étonnés que Papa Noël ne soit pas sorti pendant que leur papa était là. Voyez-vous un peu cela. Donc la thérapeutique anticipative a failli. Il faut vraiment rapidement qu'on corrige ça dans le cercle du chef de l'État. Voyez-vous un peu cela. Il faut qu'on le corrige. Okay. Alors, un déficit de communication. Alors oui. Ouais. Au fait, moi je comprends un peu l'inquiétude de certains de nos compatriotes par rapport à cette situation, parce que c'est le Congo, c'est notre pays. Ce n'est pas l'affaire du président Tshisekedi, mais c'est l'affaire du Congo. C'est le tour du Congo. C'est le tour du Congo. Alors, il s'est fait qu'il est quand même le président de la République. Il a eu à nommer toute une équipe qui devait travailler en amont par rapport à ça, parce qu'il nous venait de l'épingler. Cette équipe devait quand même mettre le président de la République au courant de la marche et de combien même de personnes, parce que le discours du président de la République a commencé par quoi? Monsieur le Président, chers collègues, vous voyez, ça dit que en amont, il a déjà préparé un discours, mais sur place, ce sont de l'autre réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si c'était question de vidéoconférence, les choses allaient tourner peut-être autrement. Je vous donne un exemple. Noël l'a dit, peut-être n'est pas allé en profondeur. À ce qui concerne la conférence qui devait se tenir entre le Ouganda, le Rwanda et le Burundi. En vidéoconférence, même le Burundi a refusé. Pourtant, notre ministre des Affaires étrangères était allé donner même l'invitation en personne au président burundais. Et qui par la suite dit, je ne participe pas. Même de manière virtuelle. Le Burundi a refusé. Ça devait nous... C'était pendant la période de Covid. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi mon raisonnement. Laissez mon raisonnement. Alors, à partir de ce moment, le président de la République devait décortiquer les raisons pour lesquelles certains pays sont réticents lorsqu'ils appellent à un dialogue, à un problème bien précis. Et cependant, le même Rwanda, lorsqu'il a eu des problèmes avec l'Ouganda, vers l'Angola, on a pris le président congolais comme la personne qui devait harmoniser les points de vue ici et là. Il s'est allé, les réconcilier. Il est allé en Angola par rapport à ça. Il s'est donné la peine d'aller un peu partout par rapport à certaines situations de l'Afrique. Il était le vice-président de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous devons quand même, comme dit Kapangan, réfléchir les raisons pour lesquelles il y a eu ce sabotage. Moi, j'appelle ça sabotage. Parce que je ne peux pas comprendre entre l'université d'un pays où le président de la République vienne à l'inauguration et l'Union africaine qui constitue l'âme et le cordon vertical de l'existence de l'Afrique dans son histoire et dans son avenir pour dire qu'il n'y a aucun président de l'autre côté. Pour l'université, il y en a des présidents. Est-ce qu'il y a une méfiance au président de la République de commencer aujourd'hui le travail de décortiquer ces raisonnements et les raisons pour lesquelles les autres ne sont pas venus? Sinon, on pouvait annoncer en amont les raisons pour lesquelles on ne peut pas venir parce qu'il y a Covid, ainsi de suite. On l'aurait su, on aurait communiqué aux Congolais par rapport à ça. Comme dit l'ingénieur Valérie, nous sommes un grand pays, nous devons nous faire respecter aussi. Par voie diplomatique. On doit nous respecter. On doit absolument nous respecter. Quand on a besoin de Congolais pour résoudre leurs problèmes, et là nous sommes intéressants. Mais quand il s'agit des Congolais de jouer un rôle important, eh bien, nous devenons les donneurs de la force. Ce n'est pas bon. Ok, nous passons maintenant rapidement. Pourquoi le gouvernement tarde à venir mettre les... Bon, il est vrai que le maréchal Mobutu disait quelque chose de si fondamental et dans lequel je pense que le pouvoir ainsi que nous qui nous disons acteurs politiques, nous devons puiser.
si vous voulez, la sève même de notre essence politique, eh bien, le temps n'est pas notre allié. Et le temps ne pardonne pas tout ce qui s'est fait sans lui et malgré lui. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Il faut reconnaître que nous venons d'entamer 2 ans et les choses vont si vite. Nous sommes déjà à la mi-février. Donc de plein pied, nous sommes à la 3e année. La présidence s'est adressée à la nation un certain 6 décembre. Je me souviens, je revenais de Louosi pour le courant de Louosi. Bravo, chef de l'État. Eh bien, il annonce les grandes lignes de la vision qui prendrait le reste de son temps. Mais du 6 décembre au 14 février, ça fait beaucoup de temps. Nous sommes en train pratiquement de vaciller en termes de l'action gouvernementale. Cela a été dit. Et cela s'est fait dans un État où il n'y a pas d'administration publique. La Belgique a une administration forte qui sert de colonne vertébrale. Mais ici, je réalise que l'État, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes cousins au temps. L'État, c'est notre oncle. Nous pouvons le caresser. Et nous pouvons rester comme ça jusqu'au mois de mars. Pas de gouvernement, les politiciens vont dire consultation, Maître Lumbala, il ne va pas être président ministre, Patilendo, et on va jusqu'au mois d'avril. Et on trouve des raisons pour justifier cela. Ça, c'est grave. Alors, Kambele, que dites-vous, pourquoi le gouvernement tarde à venir? Bon, commençons d'abord par gérer le temps. Si nous prenons la gestion du temps, qu'on nomme ce soir un Premier ministre, qu'il aille consulter pour convoquer composer son équipe, il ne pourra que tout bonnement attendre la session parlementaire du mois de mars. L'investiture, c'est avec le Parlement qui est en vacances. L'investiture, c'est autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer, on ne peut pas l'investiture, c'est autre chose. Le député en session extraordinaire? Mais l'investiture, c'est autre chose. L'investiture, c'est autre chose. L'investiture, c'est autre chose. L'investiture, c'est quelque chose qui existe. Bon, ce qui se passe, c'est l'impatience qu'il y a dans les cœurs des gens, de ceux qui cherchent à être, ceux qui cherchent à voir, l'impatience. Gardez votre souffle. Aurait dit Pépé Calais. Gardez le souffle. Le gouvernement vient, et de manière très sûre. Oui, vous disiez, M. Lumbala? Oui, je comprends. Nous avons été laminés avec la coalition pendant 2 ans. Mais présentement, on ne perd pas le temps. Si nous rentrons même dans le texte, on vous dit quand on nomme un informateur, il faut 1 mois. 30 jours. Et si les 30 jours sont écoulés déjà? Oui, sont écoulés. Et l'informateur a fait son rapport. Maintenant, au travers de ça, il faut tamiser. Il faut arriver à avoir un nom pour le formateur. Nous sommes dans un processus normal. Depuis que l'informateur a fait son rapport, nous ne sommes pas au-delà de 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il dit? Les textes disent quoi? Après le rapport de l'informateur, il faut attendre combien de temps? On n'a pas fixé le temps. Il n'y a pas de limite? Oui. Parce que c'est un travail qu'il faut faire sérieusement. Il faut tamiser. On est en présence d'une majorité. C'est une majorité qui est stratifiée. Il faut faire des conciliabules. Et vous connaissez la politique congolaise, nous avons un problème de géopolitique au jour d'aujourd'hui. On a déjà un président de l'Assemblée nationale, on va bientôt avoir un président du Sénat, et il faut qu'il n'y ait pas un problème de susceptibilité. Donc je crois que les calculs politiciens sont en train de se faire à ce stade-là. Donc c'est le problème des géopolitiques. Oui, et puis dans tous les cas, ce gouvernement devra être investi par l'Assemblée nationale. Lorsqu'un Premier ministre est nommé, il a formé l'équipe gouvernementale, il doit préparer un programme qu'il doit aller présenter à l'Assemblée nationale. Bon, c'est temps-là que les députés sont en vacances. Ne serait pas le moment pour que le gouvernement puisse préparer ce qu'il doit présenter à l'Assemblée? Eh bien, si moi je dois parler comme politique, dans la réalité congolaise aujourd'hui, l'Union sacrée a pour mission d'exécuter le programme du chef de l'État.
nous attendons les gouvernements. Mais alors, quel type de ministres que nous pouvons attendre? Faites des propositions. Je vais marteler ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que dans ce pays, il y a de solides compétences. Je rencontre tous les jours. Mais ce qui nous manque, la valeur qui manque vraiment cruellement, c'est l'intégrité, le sens moral, le sens de responsabilité, la redevabilité. C'est ça qui nous manque. Donc, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'en examinant les potentiels candidats, qu'on ne regarde pas seulement les beaux CV. Les beaux CV, il y en a des millions dans ce pays. Mais qu'on regarde aussi, sans tomber dans la délation, mais qu'on regarde le passé, la gestion passée de l'individu, là où il a travaillé avant. Si c'est un individu qui a eu à avoir les mains un peu, les bras longs et à mettre... voilà. Eh bien, il faut le mettre de côté, même si son parti dit qu'il est merveilleux, etc. Non, on ne veut plus de ça. Donc, c'est ça que je recommanderais, et je recommanderais que c'est pas seulement un slogan que les femmes répètent en disant oui, l'article 14, mais oui, mais il faut en tenir compte de cette parité parce que les femmes dans ce pays comptent, des femmes valables dans ce pays, il y en a. Et d'ailleurs, je crois, il y a un homme politique qui a dit, je ne sais pas si c'était King ou quoi, qui dit, mais allez donc à Makala, vous verrez très très peu de femmes. Les femmes sont plus honnêtes. Alors, Madame Abongo, vous dites quoi concernant le futur ministre? Comment voulez-vous, quel type de ministre vous voulez qu'on puisse avoir? Bon, dans le discours du chef de l'État, il a eu à justifier qu'est-ce qui s'est passé, comment il n'arrivait pas à travailler parce qu'il avait du mal à concrétiser sa vision. Il avait besoin d'une majorité. Les choses ont bougé, maintenant il a cette majorité. L'informateur lui a prouvé par A plus B qu'il a maintenant une majorité et qu'il peut gérer le pays de manière à ce que les objectifs qu'il s'est lui-même assignés, qu'il puisse les atteindre. La majorité est là. Et dans le discours, il avait dit qu'il s'allume Banda. C'est ce que la population attend aujourd'hui. Pourquoi la population s'impatiente? Parce que la situation sociale ne fait que se dégrader. La population veut voir des nouveaux animateurs à la tête des ministères, des nouveaux animateurs à la tête des entreprises, parce qu'il n'y a pas que les ministères, il y a aussi les entreprises publiques, Monsieur Noël. Tout ce temps que nous sommes en train de passer, les entreprises publiques sont en train de souffrir. On est en train de piller les entreprises publiques. Donc, il faut arrêter cette hémorragie. Le temps n'a jamais été notre allié. Donc le chef d'État doit jouer sur le temps, qui s'y sera maintenu, quelqu'un qui sait déjà qu'il est sur un siège éjectable, il n'a plus le cœur à l'ouvrage. Voilà pourquoi il faut maintenant une nouvelle impulsion, un nouveau souffle, et la nomination du formateur de gouvernement aussi est en train de traîner, parce qu'on l'a attendu toute cette semaine, et cette nomination n'est pas arrivée. Or, l'oiseau rare, lui, le chef de l'État le connaît déjà, il sait qui va nommer Premier ministre, mais pourquoi ça tarde? Qu'il le fasse. Comme ça, le monsieur, du 15 février jusqu'au 15 mars, il aura un mois pour faire des consultations, constituer son gouvernement. Maintenant, quel type d'homme? On a toujours dit ici, il faut des personnes compétentes, des technocrates, des personnes qui ont la connaissance du terrain. On ne va pas, par exemple, prendre un cuisinier, on en fait ministre des Finances. Non, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, il a cette chance, cette grâce de chapeauter lui-même les ministères régaliens. Voilà pourquoi il n'a plus droit à l'erreur de chef de l'État. Il doit maintenant se mettre au travail et que nous puissions voir les retombées positives parce que la population est en train de broyer du noir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut que les services de sécurité l'aident. Dans le pays organisé, lorsque le Premier ministre démissionne, dans les jours à venir, vous avez notre Premier ministre avec une équipe déjà installée et connue comme telle. Nous sommes en train de traverser une période où la population ne voit que des promesses. Ça, il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, le président de la République n'a plus encore droit à l'excuse.
il a cette majorité factice, ce qu'il a voulu. Il a emprunté des députés ici et là pour en faire une majorité au Sénat comme à l'Assemblée nationale. C'est son vœu. Mais au moins, il en a. Ils sont allés librement. Le président de la République va nommer un Premier ministre qui, conformément à la constitution de notre pays, fera que c'est le Premier ministre qui doit conduire la politique de la nation. Lorsque j'attends ici sur le plateau, on continue à tirer les oreilles des Congolais que la vision du président de la République est déjà inconnue et qui va être matérialisée par le Premier ministre, alors que la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Ça veut dire qu'il aura besoin peut-être d'un citoyen ordinaire qui va faire comme un perroquet, voici ma vision, il met dans sa tête et aller défendre ça au Parlement. Non, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui doit avoir les idées réelles de comment conduire le pays. Ok, un bon analyste, vous deviez donner des pistes, des sorties pour que nous puissions... Je suis dans l'opposition. Nous ne puissions pas bloquer. Oui, mais je suis dans l'opposition. Et j'en assure. Et que les gens qui sont sur le plateau ici, que chacun dise, je suis de l'union sacrée. Il ne faut pas faire semblant. Moi, je suis dans l'opposition. Et mon opposition, c'est pour dire des choses qui ne vont pas. Est-ce que voulez-vous que je vous dise que vous êtes le mombiste? Oui, le Lumumba dit dans son discours, nous devons avoir une opposition constructive, une opposition et éveillée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, monsieur Tao. Oui, en fait, j'aimerais d'abord commencer par le type de Premier ministre avant d'arriver au type de ministre. Parce que si le Premier ministre n'est pas compétent, s'il est incapable de conduire la politique gouvernementale ou de mettre en pratique le programme, rien ne marchera. Et donc, si le gouvernement traîne, c'est parce qu'il n'y a pas encore de Premier ministre. Mais nous avons besoin de quel type de Premier ministre? C'est là la question essentielle. De nos jours, le Premier ministre dont nous avons besoin, c'est quelqu'un qui peut porter la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a quelques priorités. La première priorité du chef de l'État, c'est d'abord mettre fin à l'insécurité de l'Est, particulièrement au Grand Nord, en Ituri et toutes les petites poches qui existent ça et là. Deuxièmement, il faut consolider la gratuité de l'éducation. Il a commencé, c'est une bonne chose, les gens ont aimé, même Michel Kitoko aussi a aimé, mais il faut consolider parce que le chef avait promis que cela aille jusqu'en 6e des humanités. Et nous espérons qu'on en arrivera là à la fin de ce premier quinquennat. Il faudrait aussi que l'on tienne compte du social de la population congolaise. Le social, on en a besoin. Nous avons eu à échanger quelque part avec un co-débatteur qui annonçait ce qui était en train d'être fait par rapport à l'agriculture. Donc il faudrait que réellement l'agriculture, le sol, prenne la revanche sur le sous-sol pour qu'on sente que maintenant, ça marche, il y a autosuffisance alimentaire, ainsi de suite. Mais maintenant, s'agissant de cet homme-là, de cet oiseau rare, il faudrait qu'on tienne compte de la géopolitique. Directeur, laissez-moi vous dire que d'aucuns pensent que le Premier ministre doit provenir du Katanga. Pourquoi? On dit non parce que l'ancien Premier ministre est du Katanga. Jamais. On dit parce que le Premier ministre, le Katanga ne gère plus une seule institution de la République. Partant des 4 institutions, donc le président de la République, le gouvernement, le Parlement, et puis... non. Dans la configuration ancienne. Dans la configuration ancienne. Même les gens de Lualaba se disent Katangais. Sinon, vous les appelez comment? Non, les gens du Lualaba s'appellent comment? On les appelle Katangais. Donc, c'est ça, la configuration. S'il vous plaît. Alors, mais maintenant, moi, je dis que ça, c'est une mauvaise approche. C'est une mauvaise approche dans la mesure où l'Équateur a perdu une de ses filles qui était à l'Assemblée nationale, en l'occurrence Mme Abunda. Mais on l'a remplacée par un Congolais, M. Mbosso. Et donc, les Équatoriens n'en ont pas fait problème. Mais aujourd'hui où je vous parle, il existe une province de ce pays qui n'a jamais connu un seul de ses fils comme chef d'une institution. Laquelle? Le Nord Kivu. Depuis 1960. Et les Bakouma. Non, j'arrive. Le Congo central. Birindwa, c'est le Sud Kivu. Le Congo central. J'arrive.
Kassavoubou, président de la République. Laissez-moi ça. Voilà. Birindou était ministre. Birindou était du Sud Kivu. Ah, laissez-moi. Maître Pati, laissez-moi. Alors, je dis ceci. Le Nord Kivu n'a jamais connu un seul de ses fils comme président. Aucun de ses fils comme Premier ministre. Grand Kivu. Aucun. Non, non. Nous avions 11 provinces traditionnelles. Grand Kivu. Je parle de 11. Voilà. Parce que jamais Premier ministre, jamais président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, et jamais même à la Cour constitutionnelle ou aux cours et tribunaux. Jamais connu. Alors que Matata Pongo était Premier ministre, laissez-moi ça. Continue. Kassai. Ah, Grand Kivu. Voilà, Grand Kivu. C'est Nord Kivu. Pour le Mami, c'est Kassai. C'est anachronique, ça. Je dis ceci. En termes. C'est pas possible. Pour le Mami, Kassai. Qu'on s'entende bien. Vous venez de dire que l'autre est du Kassai. Le Kivu a déjà été Premier ministre. Le Kivu a déjà dirigé l'Assemblée. La transition. Le Kivu a dirigé l'Assemblée. Nous sommes entrés dans la transition de Mobutu avec le Kivu à la tête de l'Assemblée. Donc, le Kivu a déjà dirigé les grandes institutions du pays. Ne tardons pas là-dessus. Évoluons. Évoluons. Oui. Évoluons. Je pense que nous clôturons le chapitre du gouvernement. Oui, nous avons les problèmes les plus importants. Le plus important, même ces ministres-là, si nous ne mangeons pas, ces ministres seront inutiles. Même s'ils venaient de, je ne sais pas, de la Lune. Du Sud Kivu. Alors, s'il vous plaît, on pourrait revenir, parce que ce n'est pas demain que le gouvernement va sortir. Hein? On pourra revenir là-dessus. Le souhait qu'il sorte le plus rapidement possible. Donc, nous disions que c'est depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, on nous disait ce vieil adage en disant que les ventres affamés, point d'oreille. Pour moi, la solution à cet adage, c'est de trouver à manger. Quand vous trouvez à manger, vous avez résolu le problème du ventre qui n'est plus affamé. Et pour trouver à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver. Et pour cultiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Travailler pas en ordre dispersé, mais avec une programmation très sûre. Voilà. Aujourd'hui, nous pleurons tous de la faim. Nous parlons des Congolais qui ne mangent pas à sa faim. Le ministère de l'Agriculture nous dira l'état de lieu qu'ils ont trouvé lorsqu'ils sont entrés, parce que ça fait une année que vous êtes à l'agriculture. Ouais. Une année, 5 mois que vous êtes au ministère de l'Agriculture. Mais alors, nous avons ici un agronome expérimenté. Il est ingénieur agronome, il est sur le terrain jusqu'à présent. Il y a moyen de nous faire, de nous brosser brièvement les tableaux, ce qu'était l'agriculture hier, aujourd'hui, et ce que ça pourrait être demain. En fait, là, ça devait faire l'objet de toutes les missions. En principe. Mais nous n'avons pas suffisamment de temps. Oui. En fait, moi je me dis, ça me fait mal quand on parle de l'agriculture, ça me fait mal quand je vois comment l'agriculture est en train d'évoluer, tout ça. Et pourtant, nous sommes d'un pays qui a connu une agriculture glorieuse pendant la colonie et qui a été toujours glorieuse jusqu'aux années, je peux dire, jusqu'en 73. 70, ouais. 73. En fait, les grandes fonctions de l'agriculture, la première, c'est nourrir sa population. Ça, c'est la première fonction de l'agriculture dans un pays, dans un État, nourrir sa population. La deuxième, nourrir son économie, si on peut dire ça comme ça. Et quand les deux sont ensemble, ça marche. Maintenant, il faut trouver des mécanismes
pour nourrir la population. Alors, partons de l'État belge. Du temps de la colonie, il y avait ce qu'on a appelé l'agriculture individuelle ou de ménage. Ce sont des familles qui produisaient, mais sous l'accompagnement de l'État. Et l'État était représenté sur le terrain par le moniteur agricole. Pour garantir, si on peut dire ça comme ça, la production individuelle. On a connu dans ces pays, pratiquement dans chaque secteur ou chefferie, il y avait une petite unité de production agricole. Si ce n'était pas une huilerie, c'était quelque chose pour produire le coton. Si ce n'était pas le coton, c'était... Donc, pratiquement dans chaque secteur. Dans mon propre secteur, il y en avait 3. Mais il y a des secteurs beaucoup plus vifs, tout ça, où on pouvait avoir même jusqu'à 2 unités, 3 unités, 4, 5, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y avait la production individuelle, personne ne pouvait mourir de faim, mais il y avait aussi une certaine production industrielle, des petites unités là. Les individus produisaient pour nourrir la population, tandis que les petites unités, et même des grandes, PLZ par exemple, produisaient pour servir l'économie, fournir la matière première à ceux qui en avaient besoin, au niveau national et au niveau international. Je vous donne par exemple le cas de la PLZ, qui avait des usines partout. C'était essentiellement dans le Kwilu, dans la province du Kwilu. Dans l'oriental aussi. C'est plus tard qu'ils sont allés. C'est plus tard qu'ils sont allés là-bas, mais ils ont commencé par ici. Une anecdote. Quand les Verts avaient envoyé des ingénieurs pour pouvoir faire la recherche de terrain, pour pouvoir cultiver le palmier, arrivés à Kinshasa, ils ont pris le bateau, ils ont remonté sur le Kasaï, mais ils ont dit avant de continuer sur l'autre Kasaï, ils sont montés sur la rivière Kwilu. Et ils ont trouvé des palmiers à l'état naturel. Ils disent, mais nous venons faire des recherches pour voir si les palmiers peuvent pousser ici, mais le voici à l'état naturel. L'appareil s'est intervenu, ils ont fait leur rapport, nous avons trouvé les meilleurs terrains pour le palmier. C'est comme ça que les premières usines ont commencé dans le Kwilu, à Lusanga plus précisément, la première, et puis les autres se sont étendues jusqu'ainsi de suite. Mais c'est plus tard qu'il trouvera que... Lusanga, on appelait les Vervilles. Les Vervilles. C'est plus tard qu'on démontrera que le meilleur terrain pour le palmier, ce n'est pas le Kwilu. Le Kwilu, c'est une zone limite. C'était plutôt l'équateur, enfin le climat équatorial. C'est comme ça que les usines de là sont venues après. Parce que quand les recherches ont continué, on dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais parce que pour le palmier, il faut plus de 1600 mm d'eau par an de pluie. Or, à l'équateur, c'est plus. On va même jusqu'à 2000. Donc, c'était le terrain privilégié. Mais le Kwilu a eu quand même la chance d'avoir des usines, tout simplement parce qu'ils avaient des palmiers naturels. Donc, ce sont là, et ces usines et ces individus ont produit, c'est ce qui a fait que le pays était tout à fait alimenté. Et puis nous étions pratiquement grande puissance en tout. Premier producteur de ceci, premier producteur de ceci, premier producteur de ceci, parce qu'en fait, les petites unités là produisaient, les paysans aussi produisaient, et les paysans pouvaient vendre l'excédent, et c'est comme ça que nous avons été. Mais, arrivé en 73, Zarianisme. Un pillage officiel. Et puis, presque pendant la même période, relâchement du suivi de l'État vers les individus, donc vers le ménage. Ces deux éléments mis ensemble, ceux qui ont pris les usines, les unités de production, c'était les militants du MPR à cette époque-là, les amis du maréchal, tout ça, il a donné à qui il voulait. Vous-même, vous savez comment ils ont géré ces unités. Et les unités n'ont pas fait long feu. Et le relâchement aussi du suivi de l'État sur le ménage a eu aussi ses conséquences. C'est que les gens ont dit, peut faire l'agriculture qui veut. Et surtout qu'il y avait la contrainte du colonial. On tapait si vous n'aviez pas le champ, on pouvait vous arrêter même tout ça. Mais quand cette contrainte s'est retirée,
Voilà le relâchement aussi au niveau du paysan. Et c'est comme ça que et la production paysanne et la production industrielle est tombée et nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc les deux systèmes ont pratiquement échoué. Alors maintenant, est arrivé un peu plus tard une autre époque, c'est l'époque des grands projets. Les grands projets dans ces pays, les grands projets agricoles, on en a connu. Pendant que ces projets étaient en train de tourner, tout allait bien dans le rayon. Mais une fois qu'ils ont fermé, rien. Quand on a fermé PMKO, j'étais en Bujimaï. Mais une année après, vous ne pouviez même plus reconnaître ceux qu'on a appelés les agri-multiplicateurs. C'est-à-dire les paysans qui étaient chargés de produire de la semence pour d'autres paysans. Eux-mêmes étaient méconnaissables. Ils cherchaient la semence. Tout simplement parce qu'habitués à un système facile où on donnait tout ça. Donc voilà, ce sont des choses qui sont arrivées. Bon, pour le moment, nous avons encore quand même des projets et des programmes. Peut-être que là, comme nous sommes dans l'actualité, le conseiller pourra bien le dire. Alors, monsieur le conseiller au ministère de l'Agriculture, une année après, quel est l'état du ministère de l'Agriculture? Oui, je vais relayer. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Ce que l'agriculture était hier, hein, ce qu'elle est devenue à cause de notre négligence. Mais maintenant, quel état de lieu vous avez fait depuis que vous êtes là? Oui, avant que j'en arrive là, il faut vraiment que je termine avec ce qu'il était en train d'expliquer. Nous avions une agriculture très prospère, avec beaucoup de centres agricoles et qui étaient appuyés par des programmes national maïs, manioc, c'est comme ça que vous avez les NPKO, que vous avez pratiquement les instituts de recherche agronomique qui avaient des stations partout sur toute la République. Tout cela fonctionnait très bien avec des Congolais très compétents. C'est d'ailleurs eux qui ont amélioré le noix de palme qui a donné lieu à ce qu'on a maintenant comme le palmier né qui fait la richesse de l'Indonésie. Arrivé au moment des pillages... Même de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le nivellement de l'État et quand l'AFDEL est venu, tout est perdu. Mais là, on avance maintenant dans l'agriculture sans programme, sans projet, parce que c'était des prédateurs. C'est comme ça qu'on va assister à la distribution de plus de 5000 hectares dans ce pays. Mais quand vous prenez ces 5000 hectares, dans l'entretemps, à l'ouest, on va connaître un problème. Il n'y aura plus d'exportation en café et en cacao, mais il y aura l'émergence à l'est avec le café et le cacao qui va créer aussi des contrebandes. Parce que vous verrez qu'en Outiri, chaque fois qu'on tue les gens, c'est la période des cueillettes. Dernièrement, on a dit à trouver comme ça 150 camions de cacao. Et la plupart de ces cacao, quand ça traverse dans un des pays voisins, ça devient comme la production de ces pays-là. Et au niveau de l'Organisation internationale du café, le cacao doit avoir la certification d'origine et de qualité. Mais cette certification s'est faite au port d'embarquement. Et si le café ou le cacao sort par une frontière où il n'y a pas le port, le service attitré, à l'époque nous avons l'OSACAF, maintenant c'est l'Office national de produits agricoles, ce certificat est donné à Mombasa. Et nous connaissons beaucoup de déboires. Ce qui fait que quand nous arrivons, nous n'avons pas de statistiques. La production agricole est nulle. Tous ces programmes-là sont en veilleuse. C'est comme ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le président de la République va lancer son programme sous le label « La revanche du sol sur le sous-sol ». Et il va être conçu par le ministre Joseph-Antoine Kasonga, le programme national de relance agricole, qui a pour but de relancer les 18 programmes des différentes cultures vivrières, y compris les cultures pérennes, et d'encadrer le ménage agricole. Comment on va le faire? Valoriser ce ménage agricole et l'encadrer en lui donnant le moyen. Quels sont ces moyens? C'est la subvention, c'est les engrais, les intrants, et voire même les nouvelles connaissances pour une agriculture moderne à haut rendement. L'état de lieu, qu'est-ce que vous avez fait tout constater sur les lieux maintenant? Mais je viens de vous dire que tout était à l'arrêt.
toutes les stations de INRA, aujourd'hui, c'est presque fermé. Nous n'avons pas trouvé de statistiques. Nous n'avons pas vu une grande production en termes de manioc ou encadré, ou de maïs. Il fallait encadrer tous ces gens-là. C'est comme ça que le programme national de relance agricole entend valoriser et encadrer le paysan. Pourquoi nous disons valoriser et encadrer? Quelle méthodologie vous avez utilisée? Notre méthodologie, nous avons dit, on ne va plus procéder par la distribution des tracteurs. Nous avons constaté que depuis l'indépendance, ces paysans qui ont déjà cultivé dans des galeries, qu'on a tenté d'encadrer, ne s'émancipent pas. Le paysan ne sait pas payer les minérales pour envoyer ses enfants à l'école. Nous nous sommes dit, on crée des sites agricoles. Ces sites sont mécanisés. Dans ces sites, on va de la production jusqu'au produit fini. Et là, comme ce sont des sites créés par l'État, les moniteurs agronomes affectés à ces sites, comme les ingénieurs, ont la mission d'encadrer les fermiers et le paysan dans un rayon de 50 km. De sorte que non seulement quand le site produit, le paysan aussi il produit. Mais il produit cette fois-ci encadré avec des connaissances, avec de nouvelles méthodes. C'est une agriculture de précision et moderne. Le rendement y est, il sait être relevé. Je vais prendre un exemple de tous les temps. Le paysan ici, il fait pratiquement 50 tares. Tout au plus, il peut arriver à 1 hectare. Mais ça fait 700 kilos de maïs l'an ou par saison. Mais s'il est encadré, mécanisé, avec de nouvelles connaissances, le minimum qu'il a, c'est 4000 kilos, c'est-à-dire 4 tonnes. Et il peut aller de 4 tonnes à 7 tonnes. Voilà les méthodes auxquelles nous avons voulu initier le paysan pour l'encadrer, pour l'amener à l'émancipation. Et là-dessus, nous passons par des fermiers, nous passons par des paysans qui sont organisés en coopérative ou en association des paysans. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons tenté l'expérience en Kundi, où nous avons fait les riz, avec plus ou moins 2000 hectares. Nous sommes à Mongata, où nous avons au-delà de 1500 hectares des accompagnés, des gens qu'on accompagne, paysans et fermiers. Et le site lui-même, il a 2000 hectares de manioc. Nous avons dit qu'il ne fallait pas laisser les sites de Bukangalonzo où l'État congolais avait investi plus de 285 millions de dollars, comme ça, pour que tout ce qui est là-bas, silo, devienne mitraille. Nous avons aussi fait plus ou moins 1500 hectares de maïs là-bas, et nous attendons avec un rendement à de 4 tonnes à 6 tonnes l'hectare, selon que on avait bien amendé le sol par-ci par-là, parce que nous avons connu des problèmes liés même à l'état où nous avons trouvé l'agriculture. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, moi, ministère de l'Agriculture, j'ai dit, j'ai besoin, par exemple, de 100 tonnes de semences à maïs. Vous n'avez aucun site qui va vous le fournir. Parce que le maïs qui ont été plantés maintenant là, ça vient de la Zambie, ce sont des fermiers sud-africains. Voilà l'état de l'agriculture que nous avons trouvé. Okay. En dépit de 5000 tonnes de tracteurs distribués. Pour que vous puissiez réussir votre programme, nous pouvons avoir une idée sur les budgets que vous avez pour l'exercice 2021. Parce qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Oui. J'en viens d'abord. Le plan national de relance agricole, il entend s'investir dans les 260 chefferies et les 145 territoires. Et ce plan, il coûte au moins 4,5 milliards de dollars, 4,4 millions, 4 milliards 400 millions de dollars pour une période de 4 ans. Qu'est-ce que vous avez alors, attribuer, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vraiment, le président de la République avait raison de sortir de cette affaire de coalition. Vous savez que le ministère de l'Agriculture avait pour comme crédit budgétaire 170 millions de dollars. Et le ministre des Finances est passé à la télé pour dire « J'ai donné à tout le monde l'argent sauf au ministère de l'Agriculture ». Qui voulons-on punir? Saboter le président de la République ou faire souffrir les Congolais?
Et un ministère de production, nous n'avons reçu que 7 millions de dollars sur les 170 millions. Je peux revenir ici quand vous voulez, à vérifier au ministère des budgets et des finances. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, j'ai vu quelqu'un a dit oui, ce programme, comment il va réussir. Apparemment, le budget d'investissement au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, n'est que de 36 millions pour les investissements, pas pour les autres rubriques. Mais les sites que je viens de vous citer là, nous n'avons pas reçu l'argent du Trésor. Nous avons cherché le bailleur de fonds et nous avons des sites aujourd'hui qui opèrent. Vous avez par site des équipements pas pour moins de 25 millions de dollars. Il y a 45... Donc, le ministre a fait tourner son ménage en dépit des conditions difficiles auxquelles il avait été soumis à cause de la coalition. Alors, je pose une question, monsieur le conseiller. Nous avons 145 territoires. Nous avons 145 territoires. Nous avons 26 provinces. Parlons sur tous les territoires. 145 territoires. Aujourd'hui, vous avez déjà lancé le programme sur combien de territoires? Oui, comprenez, nous commençons un programme qui doit aller sur 4 ans. Pendant une année, nous n'avons rien reçu. Et attendez-moi, je suis en train de terminer, M. Kitoko, prenez votre mal en patience. Nous sommes dans le territoire du Congo central, en Kundi. À Luozi. Merci. C'est un Kundi. Nous sommes, et c'est vérifiable, hein, oui, il a oui, vu le machine, il a vu les tonnages de riz qui sont sortis là-bas. 4000 tonnes de riz pour la première fois que c'est sorti. On vous fait confiance. Alors, nous avons dans le Kwango, nous sommes à Bukangalonzo et à Mongata. Nous sommes dans le Katanga à Sakadi, Kanyama Sakadi. Nous sommes dans le Kassai oriental en Kwadi à 45 km de Mbujimaï, où cette fois-ci, la farine de maïs d'ici fin mars va être servie. Nous sommes à Lubondaï, vers le Kassai central. Et là, on est en train d'implanter la base de vie, parce qu'il faut une base de vie. Là où les agronomes vont rester, ils vont installer leur logistique. Et c'est comme ça qu'on commence à préparer le terrain, c'est-à-dire faire les dessouchages, les labours et faire le programme de semis. Nous avons la même situation dans le plaine de Ruzizi. Pas toujours facile pour obtenir des terres, mais déjà 3000 hectares sont disponibles. On a déjà implanté la base de vie. Donc cette année-là, on va produire. Et pour cette année, dans le budget, nous avons inscrit Billy à l'Équateur, nous avons inscrit Ouacha et dans le CID, nous aurons aussi un site à Kabiakaman. Le programme envisage d'atteindre les 145 territoires. C'est un problème de moyens. Si on met à notre disposition suffisamment de moyens, nous pourrions aller même à 50 territoires par an. Parce que l'expertise, nous en avons. Je vous ai dit l'autre fois, nous prévoyons utiliser 80 000 agents, c'est-à-dire agronomes A0, A1, A2, moniteurs agronomes. Et au Congo, je vous ai dit, nous avons déjà répertorié, on a suffisamment du personnel formé pour la matière, pas moins de 300 000 agents formés et qualifiés. Alors, quelles sont les cultures auxquelles vous donnez plus d'importance maintenant là? Oui, comme je vous ai dit là, nous avons commencé en Kundi avec les riz. À Mongata, nous avons le manioc. À Bukangalonzo, nous avons le maïs. En Kwadi, vers le Kassai, nous avons le maïs. À Kanyama, nous avons encore le maïs. Mais tous ces sites vont connaître des cultures de rotation. Dans un premier temps, ça sera de légumineuses. Monsieur l'agronome comprend pourquoi. Parce qu'il faut enrichir le sol. Ça sera les niébé ou l'haricot. Mais tout au plus, on a eu un sol très riche comme celui de Mongata. Moi, j'étais il y a 2 jours. En rotation, nous pouvons même dire que au lieu de répéter, d'aller chercher les légumineuses, ça sera le maïs. D'autant plus qu'il s'agit de cultures frisées. Donc, nous visons d'abord ce dont la table du Congolais a besoin. Parce que quand je suivais ici le problème de ceux qui prédisent l'effritement de la majorité, et je vais terminer par là pour dire que le Congo n'a pas un problème idéologique.
Le problème du Congo, c'est le problème de développement, c'est le problème de donner aux Congolais à manger et de les sécuriser. Donc, regardant dans la même direction telle que sous le leadership du chef de l'État, si l'agriculture a suffisamment de moyens, nous pouvons y arriver. Nos sites sont montés par l'État et nous cherchons des Congolais qui ont l'expertise pour les gérer et exploiter. Par contre, nous encourageons tous ceux qui ont la vocation de s'installer dans un rayon de 50 km de nos sites parce qu'ils sont accompagnés. Comment ils sont accompagnés? L'agriculture, ça demande des moyens. C'est comme ça que quand vous verrez en Europe, quand c'est la communauté européenne qui veut parler de l'agriculture commune, tous ils se réunissent, il n'y a pas de concession. Parce qu'elle est subventionnée et elle est exonérée. L'exonération, la loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture exonère. Ça, je peux le dire à tout celui qui veut opérer dans l'agriculture, l'exonération est de 90%. Vous ne payez que les frais administratifs. Aujourd'hui, là, vous amenez vos tracteurs, vous amenez vos machines. Pour l'exploitation agricole, vous ne payez rien en douane. C'est la loi. Vous passez par le ministère de l'Agriculture, nous écrivons au ministère des Finances et nous suivons cela. Alors, nous attendons d'organiser les États généraux. C'était prévu, ni était la Covid. Encore la Covid, mais ce n'est pas un prétexte. Je ne vous dirai pas. Mais vous êtes tombé Il y aura continuité. Nous allons laisser ces dossiers. Alors, dans les États généraux de l'agriculture que nous envisageons, s'il vous plaît, en ce moment-là, le ministère de l'Agriculture parle comme élément des institutions de la République. On peut s'écouter. Oui. Nous parlons d'un problème sérieux. Il s'agit de la vie des Congolais. Quand on parle du social, le social c'est le ventre d'abord qu'on voit. Alors, et pour remplir le ventre, il faut que l'agriculture marche. Si l'agriculture ne marche pas, rien ne peut tourner. Oui, parce que lors de ces forums-là, parce qu'il faut faciliter aux Congolais qui se sacrifient, comme M. Kitoko qui m'a dit là qu'il avait des tracteurs sur la route de Bandundu, à travailler, à produire pour le Congolais, dans le Sankourou, effectivement. Ah, c'est dans le Sankourou. Nous sommes au Congo. Mais c'est au Congo. Alors, il faut subventionner. C'est lors de ce forum-là que nous aurons besoin des gens comme lui, de monsieur l'ingénieur, qui vont donner leurs idées, qui vont faire état des problèmes qu'ils ont pour que l'État puisse voir à quel moment il faut les subventionner. Est-ce que c'est au niveau des carburants? Parce que le carburant prend une place importante quand on mécanise l'agriculture. Et c'est au niveau des fongicides, des herbicides, des engrais. C'est en ce moment-là qu'on va arrêter tout ça. S'il vous plaît. Il a un plan national qu'il est en train d'exposer. C'est le ministère. Même si vous devenez fermier aujourd'hui, c'est avec eux qu'il faut travailler. Donc, il faut l'écouter d'abord. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Demain, il y aura le changement du gouvernement. Est-ce qu'il faut que ces programmes tombent, qu'on reprenne à zéro? Non, non. Et les sites qui existent, ça deviendra quoi? Il faut que ça tombe. Oh. Je peux le démontrer. Pourquoi? Mais oui, mais attendez, s'il vous plaît, Michel, que dit monsieur l'agronome par rapport à ce que le conseiller vient de dire? Moi, je pense que, d'ailleurs, lui-même le dit, il regrette qu'on n'ait pas eu les états généraux de l'agriculture. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont les états généraux qui devaient relever les différents problèmes qui font qu'on est tombé là où nous sommes aujourd'hui. Mais les états généraux n'ont pas été organisés. Et maintenant, je pense que le ministre voulait quand même sauver la situation en disant on ne va pas croiser les bras, faisons quand même quelque chose. C'est comme ça le programme. Mais en fait, dès que les états généraux pourront être tenus, on va démontrer en faisant le parcours que nous venons de connaître ici. Moi, je pense que les états généraux risquent d'arriver parmi les solutions au recours au système de l'agriculture, pas le retour. Recours au système qui a fait du Congo un grand pays agricole. Le recours dans ce sens que on va faire l'agriculture pour la production individuelle en s'adaptant au contexte. Nous sommes maintenant dans un contexte tout à fait mondialisé avec des technologies qui ont évolué. Ça peut toucher aux individus comme on peut aussi. Donc le recours pourrait être quelque chose dont les états généraux pourraient être. Peut-être il faut vraiment insister, si votre équipe est reconduite ou quoi, il faut qu'on insiste sur le fait que les états généraux vont donner des pistes. Parce que moi j'ai l'impression que la petite expérience que j'ai
les projets ont connu leurs limites dans ce pays. Les grands projets que tout le monde a connus battent de l'aile aujourd'hui. Et je vous ai dit, le cas de PMKO, tout a été prospère pendant que le projet était là. Et il y a quelque chose de très important. Dans tous les projets qui sont passés, on oublie un service important, le service national de vulgarisation. Il existe et il fonctionne. Ce service-là existe. Je connais très bien ce service, je travaille, mais les agents sont maintenant en train de croiser les bras. Donc, ils sont nombreux, mais ils sont payés. Ils sont payés par l'État, mais ils n'ont pas de travail. Tous les projets nouveaux, même les projets nouveaux, prenez Papakine aujourd'hui, prenez Parsar, tout ça, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être, oui, vous allez expliquer. Mais un service national, comme ça, oui, un service national de l'État congolais, il paye les agents, ils sont spécialisés. C'est un projet et c'est un système qui avait été introduit par la Banque mondiale ici. Mais en fait, au début, on avait demandé, M. Benor, c'est M. Benor qui a inventé cette technique qu'utilise les SNV, formation et visite. Il a dit, la Banque mondiale lui avait posé une question. M. Benor, la Banque mondiale voudrait dépenser de l'argent dans l'agriculture. Quelle méthode il faut? Et il nous a dit, cette méthode, je l'ai conçue parce que c'est la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, c'est le Richard du monde. Cette méthode est l'enfant de riche. Si vous acceptez un enfant de riche chez vous, soyez conséquent. C'est-à-dire vous pouvez lui donner le pain le matin, vous pouvez... Donc c'est ça. Mais je vous la présente et adaptez-les à votre contexte national. On n'a pas pu le faire. Chaque fois qu'on voulait sortir, il y a des perdièmes là-bas, il y a des ceci, tout ça, qu'on ne pouvait pas. Dès que la Banque mondiale a fermé les robinets, le service national est là où il est. On ne sait pas continuer parce qu'ils ont gardé les mêmes méthodes. Au lieu de s'adapter à la situation au pays pour dire comment ça peut continuer au pays même si la Banque mondiale n'est pas là. Mais tous les projets que nous avons connus qui ont été prospères, dès que le bailleur s'est retiré, voilà, tout est tombé. C'est pourquoi j'ai dit dans l'antichambre là-bas, si nous n'avions pas de paysans têtus dans ce pays ici, nous aurions même manqué de semences pour nous-mêmes. Parce que chaque fois que l'on venait avec une variété nouvelle, les paysans prenaient la variété nouvelle, mais ils gardaient leur... Parce qu'on leur disait, vendez, jetez vos anciennes, mais nous avons ici. Malheureusement, toutes les variétés nouvelles ont une durée, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis maintenant, quand c'est avarié, il faut amener une autre. Mais là, le projet est déjà fermé. Ok. Et le paysan revient. S'il vous plaît, vous écrivez les réactions, parce que c'est pour votre intérêt, c'est pour votre ministère. Oui, M. Kitoko, si vous pouvez vous résumer. Oui, au fait, moi, honnêtement, en âme et conscience, je remets en cause le programme initié par le ministre de l'Agriculture actuel. Programme national de relance, qui n'a que 20 slogans, la revanche du sol sur le sous-sol. On vient avec ça et on propose à la nation et au peuple, voilà les mots et merveilles, ça va venir. Vous allez manger les denrées alimentaires du Congo, les made in Congo demain après-demain. C'est du déjà entendu, c'est pas bon. Justement, dans le régime passé, avait fait des parcs agro-industriels comme le principal axe de la politique agricole. Est-ce que parce qu'on disait après Bukangalonzo il y aurait d'autres parcs, où est-ce que vous en êtes dans ça? Est-ce que ça a été supprimé? Deuxième chose, je m'occupe beaucoup de femmes à la base, notamment les mamans maraîchères. Est-ce qu'il y a un programme, parce qu'elles sont souvent ballottées, elles sont dans la ceinture de Kinshasa ici, ballottées d'un coin à l'autre, on leur prend leurs terres, etc. Est-ce qu'on pense à elles? Est-ce qu'il y a une politique dans ce sens-là? Et les routes de desserte agricole, est-ce qu'autour de Kinshasa, par exemple la route de Sana, Njili Brasserie, il y a plein de terres, moi d'ailleurs j'en ai, hein, je cultive de ce côté-là, mais j'avais vu à la télévision le ministre du développement rural qui disait « nous allons refaire cette route, etc. etc. » La route n'est toujours pas faite. Or, c'est une route essentielle pour amener
des produits vivriers dans Kinshasa. Voilà. Oui, alors, le Kaka. Oui, je vous remercie. Conseil, je salue toujours votre programme. Je me demande, au regard de ce que le président de la République a dit pour un plan stratégique de développement et d'industrialisation, c'est de là où nous allons faire les états généraux de la République. Agriculture, je m'intéresse de ça depuis l'enfance. Pas comme agronome mais expert, hein, mais comme quelqu'un de terrain. Les théories, c'est beau. En tout cas, sur les pratiques, c'est autre chose aussi. Il est vrai à constater qu'en RDC, il y a une production locale. Sinon, nous n'allons pas exister 2 millions et quelques de kilomètres. Il y a la production locale. Mais il faut intégrer le plan stratégique de développement. Parce qu'il y a des aspects où les concessions sont entre les mains des miniers. Il y a tout un contentieux là, comment de partager. Mais il y a un problème aussi très capital quand on parle de monétaire agricole. Il suffit de connaître, parce qu'on peut être en ville, on ne connaît pas ce qu'on appelle le village. Hein, qui est composé des lignées, lignages et autres, qui est composé des familles. Et puis vous pouvez avoir un bureau climatisé, vous n'avez pas l'idée du groupement. Qu'est-ce que signifie le groupement? Qu'est-ce que signifie le secteur? Et puis le territoire. Et enfin la province. Cette stratification nous pose un problème. Je pense que la meilleure des choses serait les États généraux de la République. Et avec ces États généraux de la République, ça peut nous départager énergie, sciences, agriculture, et nous allons tous se relancer. Mais il faut féliciter les paysans. Papa Kavangana, c'est ça, non? Les paysans congolais ont démontré aux yeux du monde la production dans ce pays. Et il faut les remercier. Parce qu'ils produisent. Mais le projet serait normal. Mais moi, après avoir étudié les théories de la dépendance, je pense que Covid nous a aidés pour qu'il y ait développement interne et local de la production. Autrement dit. La Banque mondiale, c'est comme on a dit, vous invitez l'enfant d'un riche. Tout ce qu'on donne de la Banque mondiale, comment les intégrer chez nous, hein? La notion des bailleurs de fonds, que ce soit une notion vraiment auquel on doit méditer par une cellule, que ce ne soit pas des priorités pour la République. Je pense qu'à ce niveau, nous pouvons relever le défi, mais c'est complexe. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le conseiller, vous avez eu les réactions du plateau. J'espère que vous allez préparer en conséquence les réponses pour la semaine qui vient, parce que le ministère de l'Agriculture, on ne veut pas lâcher ce ministère. Nous avons promis de parler de l'enseignement aujourd'hui, mais faute de temps, nous reviendrons sur l'enseignement la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les plans que le gouvernement a mis en place pour développer l'agriculture sur toute l'étendue du territoire. Et vous avez entendu ce que le Conseil des ministres vient de nous donner. Au revoir et à la semaine prochaine. Naboyokani bodiso na tebo, tosi baba eta uni.